Donc, Cynthia Chassigneux, qui est fondatrice d'un cabinet à Montréal, c'est HX Avocat, qui est spécialisé en matière de protection des renseignements personnels. On ne fait que ça. Et de la mise en conformité, Oui, non, et de l'accompagnement, enfin voilà. Et voilà, donc Garance Mathias, fondatrice du cabinet Mathias Avocat. Avec l'équipe de toute Mathias Avocat, nous faisons effectivement un accompagnement en conseil et en contentieux, dans le cadre de la conformité, effectivement, protection des données, cybersécurité et aussi affaires publiques sur des textes dont on va certainement parler beaucoup, dont on parle déjà beaucoup, que ce soit DORA, NIS 2, l'IA Act. Et avec Cynthia, nous faisons de plus en plus de regards croisés parce que nos compétences sont complémentaires. On a réfléchi sur la mise en place justement d'un groupe de travail pour continuer ces regards croisés, faire une comparaison entre le droit européen, le droit français, le droit canadien et québécois, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, mais il y a aussi des différences. On a des spécificités au Québec et au Canada, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Donc on est en train de regarder comment on peut mettre ça en place. Oui, puis la FCDP, je crois qu'on a déjà pas mal échangé avec la FCDP pour mettre en place effectivement un groupe de travail, parce que le partage, c'est l'ADN. On est là effectivement pour s'enrichir avec la pratique des DPO. Nous-mêmes au cabinet, on peut être DPO externe, mais effectivement, rien ne remplacera l'expertise d'un DPO en interne d'un organisme. On est pompiers, on est pompiers, l'actualité le montre tous les jours avec l'augmentation des cyberattaques. Mais c'est intéressant aussi parce que l'essentiel est d'être aux côtés des clients. En tant qu'avocat, on est des gestionnaires du risque. En tant qu'avocat, effectivement, on a l'habitude d'expliquer, de bien avoir cette image effectivement de conseil avec le secret professionnel, fait qu'on est vraiment les confidents et les meilleurs conseillers de ce point de vue-là par rapport à nos clients. Donc ça, c'est effectivement le mode pompier, gestion de crise, que ce soit une cyberattaque, que ce soit une violation de données à caractère personnel, que ce soit, on va dire, les enjeux. Après, ça va être en mode conseil, donc plus accompagnement, que ce soit en rédaction des contrats, une négociation, mais aussi une négociation peut aussi être pompier quand on doit tout de suite signer avant le vendredi, puisqu'il y a une échéance très importante d'un point de vue opérationnel. Il faut effectivement que ce se fasse. Mais alors, je crois que c'est la même chose un peu pour toi aussi. C'est un peu pareil, mais en ce moment, il y a une particularité, c'est qu'au Québec, la législation vient d'être... Il y a une nouvelle modernisation de la loi. Donc, il y a une mise en conformité qui est importante. Donc, en ce moment, les clients demandent plus la mise en conformité, regarder comment ils sont. Donc, le mode pompier, c'est peut-être un peu moins, quoique il y a des délais à respecter, à tenir. Donc il faut le faire quand même assez rapidement et souvent c'est de partir de zéro. Donc c'est vraiment du conseil, beaucoup de conseils. Vos clients, vous rencontrez des entreprises, des structures qui ont déjà une gestion du risque en place? Nous, ça va dépendre parce qu'il y en a qui vont avoir déjà des structures, il y en a qui ne vont pas du tout en avoir parce que, comme je vous dis, c'est une modernisation de la loi. Donc il y en a qui débutent, qui ne connaissaient pas l'ancienne loi, mais donc ils débutent et donc c'est vraiment du conseil pour les mettre en conformité le plus possible. Vous intervenez tout à l'heure avec le groupe Saint-Gobain, oui. Un cas d'espèce que vous allez présenter. Oui, tout à fait. Mais ça, effectivement, on peut parler effectivement ce qui était important pour nous dans le cadre de la table ronde qu'on anime tout à l'heure sur les transferts. Les transferts, c'est un aspect stratégique d'une entreprise, d'un organisme, qui soit international ou non. On met en avant les transferts transatlantiques, Europe, USA, et effectivement avec la particularité du Canada et du Québec. Ce qui est intéressant aussi de voir dans les transferts, c'est que ça se joue d'un point de vue contractuel, donc de négociation organisationnelle et technique, et avec l'évolution de la législation, où il y a encore des attentes sur quel risque, quelle stratégie sur les transferts. Ce qu'on a souhaité aussi, c'est d'avoir un retour pratique. Comment le DPO d'un groupe international, comment la direction juridique d'un groupe international met en avant cette gestion de risque dans le cadre de transferts par rapport au projet, puisque ça reste aussi de l'accompagnement de projet. C'est la question centrale de savoir quelle est l'autorité qui est compétente, quelle est la législation qui est compétente, puis justement quand on va faire un transfert, juste savoir comment appliquer le droit. Oui, et comment d'un point de vue opérationnel, puisqu'en fait la règle juridique c'est important, mais c'est aussi des réponses concrètes, pragmatiques, en tenant compte des besoins métiers, des attentes du client, qu'on soit côté client, qu'on soit côté prestataire. Comment on fait effectivement pour sécuriser ces transferts. En fait, l'état de la menace augmente au fur et à mesure du développement des technologies, au fur et à mesure effectivement des événements.
Donc il faut sécuriser. Les règles d'hygiène informatique sont répétées par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information depuis quelques années. Il faut qu'elles soient intégrées. On voit le même principe de montée de maturité. Dans le cadre effectivement du RGPD, on a, on va dire, un peu d'avance par rapport au Québec où la loi vient d'entrer effectivement en application. Donc on voit que cette maturité aussi continue. Cynthia parlait à l'instant de l'accompagnement des missions de conformité auprès des organismes. Nous, effectivement, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans que le RGPD est entré en application. Il y a toujours des missions de mise en conformité. Donc l'état de la menace évolue, ce qui est logique. Des cyberattaques, il y en aura de plus en plus. Il faut effectivement que chaque organisme se prépare et mette en place des mesures adaptées aux données, bien entendu, des mesures adaptées à son métier, à ses projets, et n'hésite pas à les auditer, à les challenger au sens concret, que ce soit technique, organisationnel et juridique, pour que ces mesures soient toujours, on va dire, conformes à l'état de l'art. Par rapport aux cybermenaces, aux cyberattaques, il y en a de plus en plus. Mais en même temps, est-ce qu'il y en a de plus en plus parce qu'au Québec, il y a une obligation maintenant, depuis le 22 septembre 2022, de déclarer les incidents de confidentialité. L'autorité de contrôle le voit plus. Mais si on regarde en Alberta, en Colombie-Britannique et au niveau fédéral, où il y a déjà cette obligation de déclarer avant même le 22 septembre 2022, il y a eu à un moment, si on peut dire, une stagnation, mais là il y a une recrudescence, mais plus sur des groupes que sur des entreprises individuelles et sur des secteurs particuliers. Le secteur de la santé est très touché je pense qu'on va le voir augmenter de plus en plus. Et la Commission d'accès à l'information, si je parle du Québec vu que je viens du Québec, a eu à traiter de certains de ces incidents de confidentialité avant même l'obligation de déclaration, une fuite de données qui a touché 9,7 millions de la population sur une institution financière. Donc ça a donné lieu à la modification à la loi et qui fait en sorte que maintenant c'est une obligation de déclarer les incidents de confidentialité à l'autorité de contrôle. Oui, tout à fait. Toute la chaîne, tous les acteurs. Alors après, là, on vient de parler de protection des données et on est aux 20 ans de la FCDP, donc c'est effectivement le cœur de l'actualité, mais il n'y a pas que ces réglementations. Et en fait, le délégué à la protection des données, il est vraiment au cœur, on va dire, de tout cette conformité. C'est un métier effectivement passionnant, c'est un métier qui, effectivement, les projets débordent, bien entendu, mais c'est aussi un métier où on travaille en équipe, très important. Sur les autres réglementations, il y a l'IA Act, effectivement, donc même s'il n'est pas encore adopté, nous avons un accord historique et je crois qu'il y a aussi l'histoire aussi qui se fait au Québec. Et au Canada, donc, avec des recommandations qui sont sorties cette semaine sur l'encadrement de l'IA par le Conseil de l'innovation. Il y a le projet de loi C27 qui traite aussi de l'IA. Donc je pense que c'est quelque chose, on parle de flux transfrontières, de transfert de données, mais c'est aussi important à tous les niveaux. Donc aussi pour l'intelligence artificielle, de savoir comment on va encadrer, mais surtout comment on va échanger de l'information sur des données ou autres moyens pour entraîner nos IA. La directive, l'acronyme NIS2, donc tout ce qui est infrastructure et sécurité des systèmes d'information, où la directive doit être transposée avant fin octobre 2023. Donc il y a cet enjeu, 24, avec tout cet enjeu effectivement sur la sécurité des systèmes d'information. Il y a aussi un texte plus sectoriel pour les secteurs financiers. L'acteur financier, c'est effectivement le règlement DORA, où là, il y a une entrée en application un peu plus étalée. Donc, nous avons des textes qui allient la sécurité, qui renforcent la sécurité, qui sont extrêmement importants. Il y a aussi d'autres textes sur, effectivement, les services digitaux, il y a une plénitude de textes, et la protection des données et la donnée restent au cœur vraiment de son activité. Nos regards croisés permettent d'anticiper, permettent d'avoir justement des retours d'expériences différentes, des approches juridiques, même si on est toutes les deux avocats, mais une pratique différente. Différente, et puis ça nous enrichit. Et puis donc ça enrichit le conseil pour nos clients. Donc il y a des articles en préparation, on a aussi des projets de conférences pour continuer justement sur notre lancée, vu qu'on a cette volonté de collaborer de plus en plus. Ce que je peux souhaiter à tout le monde, c'est aussi de continuer à partager, de continuer à s'enrichir, à s'intéresser et d'être aux côtés de tous. Notre ADN, effectivement, en commun, c'est aussi d'être toujours à l'écoute. Donc c'est ça le plus important, et de partager.